Oui, on sait tout à l'heure, vous avez parlé de la recherche de l'identité de la perception, et après vous avez évoqué la mélancolie. Et je me disais que dans les cas, dans le traumatisme, est-ce qu'il n'y a pas aussi la recherche lorsque post-traumatique, lorsque le patient il répète un rassemblement de la scène avec tous les détails perceptifs. Alors là, on est... ok. Vous faites faire un pas important à la science. La position de Freud, c'est je suis aux commandes, c'est moi qui recherche l'identité de perception, c'est moi qui recherche l'identité de pensée, je veux réaliser mon désir. Ça, c'est le Freud 1893, 1917, 1915, 1916, 1917. Je recherche. 1920, il est moins sûr. Pourquoi? Parce qu'il travaille sur les névroses traumatiques. Et il travaille sur les névroses traumatiques, et ce qui se produit dans les névroses traumatiques, c'est que la scène traumatique revient, et on n'est pas sûr que ce soit le sujet qui cherche à ce qu'elle revienne. Et au-delà du principe du plaisir, ouvre cette question, c'est-à-dire il y a une compulsion à la répétition qui n'est pas une répétition subjectivée au nom du désir du sujet. Donc on ne peut plus parler à ce moment-là d'une recherche de l'identité de perception, d'une recherche de l'identité de pensée, mais on doit parler de quelque chose qui s'impose au sujet, en termes d'identité de perception et d'identité de pensée. Alors la différence après, c'est quand est-ce que ça revient sous forme d'identité de pensée, et pourquoi ça revient sous forme d'identité de perception, pourquoi ça revient sous forme d'identité de pensée. Quand ça revient sous forme d'identité de pensée, c'est un facteur de créativité. C'est le coup du grain de sable qu'on a mis dans une huître, et l'huître en fabrique une perle. Donc on a tous des noyaux traumatiques dans notre histoire. Ces noyaux traumatiques, quand le trauma ne nous empêche pas, si c'est un élan pavé comme ça que vous mettez dans l'huître, elle ne va pas pouvoir en fabriquer une perle. Elle va mourir. Hein. Si le noyau et le caillou est trop gros, l'huître aura de la peine à se fermer, elle va pas pouvoir fabriquer sa nacre, et bon, ok. Si on travaille les métaphores, travaillons-la jusqu'au bout. Donc autrement dit, tout dépend quand même de l'intensité du trauma. Là, dans les traumas sur lesquels travaille Freud, ce sont pas des traumas fabricateurs de perles, ce sont des traumas empêcheurs de rêver, empêcheurs de penser, ce sont des traumas qui sont désorganisateurs. Alors ces traumas désorganisateurs, deux questions. Premièrement, enfin deux points. Premièrement, ils reviennent. Freud en 1920 parle d'une compulsion à la répétition. En 1926, dans Inhibition symptômes angoisse, il parle d'un automatisme de répétition. Ça c'est un point important. Ça veut dire que la répétition se fait automatiquement. Alors moi je trouve que c'est un progrès, parce que déjà dans compulsion, on a quand même encore un peu l'impression que c'est le sujet qui compulsivement cherche quelque chose, tandis qu'à partir du moment où ça devient automatique, on a l'impression que ça se répète quasi malgré lui. L'au-delà du principe du plaisir, c'est aussi un au-delà du principe du sujet, d'une certaine manière. C'est au-delà de la mise du sujet au centre de l'appareil psychique. Je vous signale qu'en 1932, Freud va complètement un médecin, puisqu'il va y avoir le slogan qui va apparaître, qui est « Wo es war, soll ich werden », c'est-à-dire là où ça était, il faut que le sujet advienne, ça veut dire qu'il n'est pas advenu. Si c'est un profil en direction de la subjectivation. Donc autrement dit, on a mine de rien une révolution qui est en train de se préparer à bas mot. Tout n'est pas sous la domination du sujet, tout n'est pas au service du sujet, il y a des choses qui lui reviennent automatiquement, qui lui reviennent de manière contrainte, et l'enjeu, c'est de les subjectiver. Il termine, ou je termine mon relevé, à partir de petites remarques que fait Freud sur tout à fait la fin de sa vie. Donc là, il est en exil à Londres, il griffonne quelques petites notes, et il a toute une série de propositions sur la répétition. Premièrement, ce qui se répète le plus, ce sont les expériences les plus précoces.
Précoce, on sait ce que ça veut dire à peu près quand on lit les textes du moment, parce que il évoque les expériences précédant l'apparition du langage verbal ou précédant une époque où l'enfant sait à peine parler. Donc autrement dit, les 2 premières années de la vie de l'enfant. Et puis il donne une explication, faiblesse de la synthèse. Alors, automatisme de répétition, pourquoi? Parce qu'il y a une contrainte d'intégration. Donc ce qui revient, ces hallucinations des névroses traumatiques, elles reviennent de manière non subjectivée, en quête de subjectivation, elles reviennent jusqu'à ce qu'elles puissent être subjectivées, elles reviennent jusqu'à ce qu'elles puissent s'intégrer à l'intérieur de la subjectivité, c'est-à-dire que le sujet puisse les mettre à son service. Donc l'identité, il n'y a plus de recherche de l'identité de perception. L'identité de perception est un effet de la non-intégration. Vous voyez la logique qu'il y a avec ce que je disais tout à l'heure, de modèle alternatif au masochisme premier. Le modèle du masochisme premier est un modèle qui ne fait pas jouer le problème de la subjectivation, alors que le modèle de la symbolisation fait jouer le problème de la subjectivation. L'identité de pensée. Pourquoi est-ce que Freud utilise ce modèle? Il crée ce modèle en 1920 dans le chapitre 7 de l'interprétation des rêves. C'est là qu'il dit, regardez le rêve va jusqu'au bout, il va jusqu'à l'hallucination, on s'y croit dans le rêve, c'est donc une recherche de l'identité de perception, parce que dans le rêve on hallucine. Ouais, on hallucine dans le rêve, enfin, on hallucine... Est-ce que c'est la même hallucination? Est-ce que c'est pas la même hallucination? Est-ce que l'hallucination des patients psychotiques, c'est la même chose que l'hallucination dans le rêve? Rien n'est moins sûr. Pourquoi? Parce que c'est une hallucination encadrée. C'est une hallucination avec une boucle de réflexivité. C'est comme si toutes les fois qu'on rêve, il y a un petit quelque chose qui disait « et ceci est un rêve, et ceci est un rêve, et ceci est un rêve hein ». Et quand on sait, et quand ça craque, on se réveille, c'est à ce moment-là un processus conscient qui dit ah non, oh ben, je respire, finalement ce n'était qu'un rêve. Je m'y croyais. Et puis vous avez des patients qui restent toute la journée sous l'impact de leurs rêves. Donc à ce moment-là, ça a vraiment traversé, comment il dit, Nougaro, il a une belle formule. Non, j'ai dû rêver trop fort, j'ai crevé l'oreiller, non, c'est pas Nougaro, c'est vachement mieux. J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Hein. Voilà, c'est-à-dire ça crève l'écran du rêve. Et donc, autrement dit, le concept d'identité de pensée, identité de perception, c'est un concept, si vous voulez, la théorie du processus primaire et du processus secondaire, tel que Freud la propose, bon, si on avait du temps, mais on n'a pas énormément de temps, donc, mais je viens de faire tout un travail sur le fait que Freud va proposer, et on continue de travailler avec les processus primaires et les processus secondaires, quand on regarde l'histoire de ce que ça devient dans la pensée de Freud, on s'est battu en brèche de tous les côtés. C'est-à-dire qu'il crée un modèle en 1900, qui est un modèle sympa, intéressant, efficace, mais après il ne cesse de le déconstruire. Il ne cesse de montrer que toutes les caractéristiques, tous les paramètres, par exemple, l'inconscient ne connaît pas le temps. Oh, très bien. Donc les processus primaires, ils sont sans le temps. Très bien. Puis là, vous avez après le déni, la dénégation, les réactions thérapeutiques négatives. Vous avez plein de formes de négativité. Tout le bouquin de Green, le travail du négatif, qui montre que on ne peut pas dire que les processus primaires n'ont pas de système de négation. Ils n'ont pas le mot comme concept organisateur. Ah, ça c'est formidable. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de négativité. Alors penser qu'il n'y a pas de négativité dans l'inconscient, alors véritablement, on ne peut plus faire la clinique. Bon, il dit les processus primaires, ils sont non liés, les processus secondaires, ils sont liés. Et alors après, il va vous décrire les complexes inconscients. C'est pas lié ça? Les fantasmes originaires, c'est pas des structures de liaison? C'est-à-dire qu'on va apparaître tout un ensemble de concepts qui petit à petit vont émerger et qui montrent qu'on ne peut pas maintenir l'idée que le processus primaire est un processus d'énergie déliée. C'est pas pensable. Et vous pouvez prendre tous les paramètres comme ça.
Et tous les paramètres sont déconstruits. Et c'est vrai aussi l'identification processus primaire, processus secondaire. On le verra, non pas, je pensais qu'on le verrait tout à l'heure, mais on n'aura peut-être pas le temps, mais on le verra la semaine prochaine. On se revoit, non pas la semaine prochaine, dans 15 jours. On se revoit jusqu'à quand, après vous, je ne sais plus. Mars. Jusqu'en mars, on a encore tout février. 13 mars. Bon, ben, on aura encore le temps de voir un certain nombre de choses, mais je vous montrerai sur le problème de l'appareil de langage. On a un appareil de langage, c'est un appareil de symbolisation. Dès que vous mettez le nez dans le fonctionnement de l'appareil de langage, jusqu'au 20 février. Il reste 2 séances. C'est que ça peut passer. En fait, il y a 2 ou 3 fois où il y a 2 séances où il y a le Seigneur du cercle côté. Ça a fait 2 fois. On s'arrête vraiment le 20 ? Le 20 mars, il reste 2 séances. Le 20 mars ou le 20 février ? Le 20 février, et il reste 2 séances. Bon, ben on continue. Hein. C'est pas parce On parle du temps d'ailleurs. Oui. Mais si vous voulez, donc ça aussi c'est un problème de. C'est un peu pour ça aussi que j'organise mon enseignement comme je l'organise en me disant on ne peut pas éviter cette clinique de la théorie. On ne peut pas éviter d'aller voir un peu comment elle est fabriquée. Parce qu'autrement, je prends processus primaire, Racamier, typique. Les processus secondaires sont subordonnés par les processus primaires. Absolument rien. On comprend parce qu'on aime bien Racamier, parce qu'il a amené des choses intéressantes, ce type, et puis on a une espèce de position un peu bienveillante à son égard. Mais strictement, ça ne veut rien dire des processus secondaires qui sont subordonnés par les processus primaires. Après, vous avez des gens, mais moi j'en ai entendu un l'autre jour qui me dit « Ah, ces patients psychotiques, leur inconscient est devenu manifeste. » L'inconscient, il ne peut jamais devenir manifeste, c'est qu'il est ailleurs. Les processus primaires, les processus primaires ne subordonnent jamais les processus secondaires. C'est qu'on a une autre organisation de l'opposition primaire et secondaire. Si on ne fait pas le travail auquel je vous invite et dont je vous donne des petits échantillons pour vous mettre l'eau à la bouche, pour vous dire écoutez, il est encore au bout du boulot, vous avez une 20aine d'années devant vous, une 30aine d'années devant vous, allez-y, parce que ça vaut le coup. Pourquoi ça vaut le coup? C'est pour les raisons qu'on évoquait tout de suite avant de s'arrêter. Si on ne fait pas ce boulot, ça sera fini la psychanalyse dans le temps. Et ça sera fini, pas parce qu'on a les méchants cognitivistes qui veulent prendre cette place, ça sera fini parce qu'on n'aura pas fait notre boulot, nous. Et si on attend que les autres, eux ils font le leur, et Dieu sait qu'ils ne le font pas trop mal, pour essayer de prendre la place, mais si on pense que la clinique ça vaut le coup, il n'y a pas de problème, il faut faire ce travail. Il faut faire ce travail de nettoyer d'une certaine manière, de clarifier toutes les apories, tous les problèmes qui restent comme ça dans la théorisation. Et je peux vous dire qu'il y a encore du boulot. Alors, je vous avais dit, on reprend ça à propos d'hallucination-perception. Hein. On repart de ça. On avait terminé un peu là-dessus, il me semble, la semaine dernière. Je vous avais dit dans un premier temps, Freud pense que ou j'hallucine ou je perçois. Donc si je perçois, j'hallucine pas, et si j'hallucine, je ne perçois plus. Si je ne perçois plus, il faut rendre compte du fait que je ne perçois plus, et pour rendre compte du fait que je ne perçois plus, j'invente un processus qui est l'hallucination négative, qui efface la perception. Donc, l'hallucination a 2 processus, un processus d'hallucination négative, il y a un trou dans l'appareil psychique, j'hallucine ce trou troue la perception, et dans le trou créé par la perception, je viens loger l'hallucination. Voilà le modèle de Freud. En gros, jusque dans les années 1920, il a un modèle comme ça, puisque... Bon. Là-dessus, vous avez Green qui s'empare du truc en disant « Ah, voilà, il est génial, je travaille l'hallucination négative. » C'est vrai qu'il est malin, au bout d'un moment, il se dit quand même, il prend le boulot, il prend Schreiber, il prend une série de cliniques comme ça, il est gêné. Il est gêné, on sent très bien qu'il y a une gêne chez Green par rapport à l'hallucination négative. Il y a une gêne, pourquoi? Vous avez vraiment un truc manifeste. Vous relisez son hommage à Henriet, vous allez voir comment il est gêné. L'hallucination négative, représentation de l'absence de représentation. Ça, c'est fulgurant. Et en même temps, donc, structure encadrante de la représentation. Ça, c'est génial. Narcissisme de vie, narcissisme de mort, vous avez ça. Structure encadrante de la représentation. Et en même temps, il prend Schreiber, il prend le Moulou,
Et on ne peut pas dire du tout que ça fonctionne comme structure encadrant de la représentation. Parce que la représentation est très très mal encadrée dans ces deux économies psychiques. Le Schreiber, il est lire à tout craint, et le Moulou, il est au plus mal quand même. Hein. Donc, c'est quoi qu'est-ce qui caractérise l'hallucination négative? Est-ce que c'est une structure encadrant de la représentation ou est-ce que c'est un processus psychopathologique? Voilà. Et là, on voit la gêne qu'il a autour de ça. Alors moi, c'est un très grand ami, Green, on a beaucoup bossé ensemble. On a eu des débats autour de ces questions-là pour essayer justement de clarifier les choses. Et la clarification, c'est en quelque sorte Winnicott qui la rend lisible chez Freud. Vous savez, Winnicott, lui, il va proposer une théorie différente, alternative, qui est le pas fondamental épistémologique de Winnicott. Je trouvais créé. J'hallucine, je perçois. Et donc c'est plus une opposition où j'hallucine, où je perçois, c'est la mise en coïncidence d'un processus hallucinatoire et d'un processus perceptif. On sort du modèle alternatif. Du coup, ça libère la problématique de la hallucination négative des processus de la psychopathologie. Alors, quand je dis que c'est Winnicott qui la rend sensible, parce que du coup, on s'aperçoit que Freud, sur la fin de sa vie, il perçoit le processus. Quand vous lisez Construction en analyse, ça part sur est-ce que les souvenirs qui sont absolument nécessaires pour la conviction, etc. Mais parfois, il y a des souvenirs anodins, qui ne sont pas le grand retour du refoulé, mais c'est excessivement clair. Ça entraîne un effet de conviction. Et d'un seul coup, Freud comprend quelque chose de tout à fait essentiel. Il comprend qu'il s'est trompé. Il comprend que c'est pas où j'hallucine, où je perçois, mais que je peux boursoufler de manière hallucinatoire un élément perceptif. C'est-à-dire qu'il y a des perceptions qui sont surinvesties parce que vient se superposer à la perception un processus hallucinatoire. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'opposition entre percevoir. Vous savez, c'est une idée qui décoiffe. Parce que ce qui nous coiffe habituellement, c'est de dire, non mais attendez, moi je perçois, mon moi est au centre du monde. Si j'hallucinais, je le saurais. Enfin, j'ai pas rêvé. On dit, non mais j'ai pas rêvé, d'accord. Bon. C'est-à-dire qu'on a une espèce de théorisation de notre rapport au monde qui est bien assurée sur la perception. Je l'ai vu de mes yeux vus. J'ai mis le doigt, Saint Thomas, enfin, on a toute une série comme ça d'éléments culturels où on dit, non mais attendez, je m'appuie sur ma perception, et puisque je m'appuie sur ma perception, je suis sûr que je ne hallucine pas. Ah, pas sûr. Pas si sûr que ça. Et quand on commence à mettre le doigt là-dedans, c'est notre rapport à la réalité qui d'un seul coup vacille. Pourquoi? Parce que notre rapport à la réalité, mine de rien, il repose bien évidemment sur un certain nombre d'éléments perceptifs, mais surtout sur des éléments perceptifs qui sont partagés. Et si on n'est pas d'accord dans une culture tout entière pour se dire non mais ça c'est la réalité, ça c'est pas la réalité, eh bien j'aime autant dire que notre rapport à la réalité est vacillant. C'est un énorme problème du transculturel ou de l'interculturel. C'est-à-dire que ce qui est réalité pour nous n'est pas du tout nécessairement réalité pour les Palestiniens, pour les Afghans et pour tous les gens qui sont engagés effectivement dans des actions qu'on appelle terroristes, et qu'on appelle terroristes du point de vue de notre logique à nous et du point de vue de notre sens de la réalité à nous. Je ne suis pas là en train de prendre aucune position politique, je remarque simplement l'écart qu'il y a dans des systèmes interprétatifs qui ne reposent pas manifestement sur le même rapport à la réalité. J'avais dû le faire, peut-être que je l'ai fait avec Grolius, non? Je vous ai pas raconté Grolius? Si. Voilà, Grolius, alors c'est plus facile que la Palestine, hein, Grolius, parce que c'est il y a 2 siècles, ça fait il y a longtemps. Voilà. Mais, donc, le concept de réalité, c'est un concept qui est un concept de réalité. C'est assez logique, parce que c'est un concept du système secondaire. Le système secondaire, c'est un système conventionnel. Il y a toujours des conventionnels dans les processus secondaires. Autant les processus primaires, qui sont idiosyncrasiques, qui sont liés à la spécificité de mon histoire individuelle, autant les processus secondaires, c'est le langage partagé, qui n'est pas partagé, ça n'existe pas. C'est la temporalité. On s'est mis d'accord sur des conventions de temporalité. Notre organisation temporelle, c'est une sensation du temps, mais c'est d'abord, avant tout, on s'est mis d'accord pour dire, ben voilà, on va découper
la journée en 24 heures, chaque heure à 60. C'est un système conventionnel, le temps. Hein, la mesure du temps. Pas la temporalité vécue, mais la mesure du temps. Donc tous nos systèmes, et donc le principe de réalité qui est un principe surhumain, c'est aussi un principe conventionnel. Donc vous voyez pourquoi ça a freiné quand même, parce que ça c'est quand même assez terrible, parce que ça veut dire que oui, ces réalités maintenant, peut-être que dans 15 ans, bon, prenons un exemple. Imaginez-vous au début du XXe siècle. Vous avez un savant atomiste qui arrive et qui vous dit, vous savez, cette table-là, elle est solide, elle est pleine. En réalité, elle est pleine de trous. C'est fait du vide. Une table, c'est 90% de vide. Alors simplement, c'est du vide qui tourne beaucoup, très vite. C'est des petits électrons qui tournent à toute allure. Bon, alors là, vous voyez, par exemple, les pointillistes, ils se disent, merde alors, mais comment on peut arriver à peindre ce monde fait de petits grains comme ça qui tournent. Et le pointillisme naît d'une espèce de préoccupation pour tenter de peindre la réalité au-delà de la réalité du manifeste. Enfin, bon, mais les gens n'y croient pas. Hein. Qui est-ce qui croit que la réalité, que ce mur-là, il est plein de vide? Non, j'essaye d'avancer, je me cogne le nez dessus, je dis non, c'est du dur, c'est plein. Mais ben non. C'est-à-dire que vous avez les avancées de la science, elles sont pas si évidentes que ça à intégrer dans notre monde du quotidien. Notre monde du quotidien, on se met d'accord sur le fait qu'il y a une réalité, on bute dessus, et puis voilà, c'est tout, quoi. On va pas chercher tellement plus loin. Alors, on en est là. À partir de ce moment-là, la question se pose, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un trouvé qui rencontre un créé? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un système de transfert reposant sur une hallucination, qu'est-ce qui fait que ça prend? Freud dit en 1938 dans la construction en analyse, il dit que le retour hallucinatoire d'une expérience non intégrée va se prendre en quelque sorte dans la réalité actuelle. Alors la question est la suivante, si on va aller de manière grossière. Est-ce que je peux halluciner la douceur d'un sein dans le tranchant d'un couteau en céramique? C'est une question clé de toute l'utilisation des systèmes de médiation. C'est une question clé de toute l'organisation des dispositifs de soins. Pourquoi est-ce qu'il faut que les cliniciens soient neutres et bienveillants? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de raconter sa vie à ses patients? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir de relations réelles avec les patients? Bon, pourquoi est-ce que ça empêche le travail clinique? Ça empêche le travail clinique parce qu'à ce moment-là, on devient comme le tranchant du couteau en céramique et qu'on ne peut plus venir halluciner n'importe quoi. Si on veut que nos patients puissent nous prendre pour quelques personnages ou quelques replications du personnage de leur histoire, il faut que nous leur offrions un type de surface perceptive qui puisse accueillir ce processus hallucinatoire. Et là, on est devant le clinicien médium malléable. On est devant le clinicien s'offrant, en quelque sorte, par une espèce d'impersonnalisation de son mode de présence, s'offrant comme réceptacle à la mise en forme hallucinatoire par son patient. Alors, on est aussi devant toute la complexité ensuite de la problématique de la médiation à l'intérieur de notre pratique. Parce que ce que je dis là, ça vaut pour, mettons, le transfert d'un certain nombre de relations avec un objet constitué. Mais le transfert d'un certain nombre de particularités de l'expérience. Par exemple, je suis autiste. J'ai le syndrome de l'objet brûlant. C'est-à-dire que j'ai une sensorialité qui fait que, par moment, quand je touche les objets, ça brûle. Comment je transfère ça dans la relation avec le psy? Comment je transfère
la partie sensorimotrice de mes expériences les plus précoces, comment est-ce que je transfère ça dans la relation avec un psy que je ne touche pas, avec lequel j'ai un rapport relativement médiatisé. Alors, si j'ai 3 ans, je vais me mettre sur ses genoux, je m'éloigne de ses genoux, je vais me plaquer dans... Mais si j'ai 30 ans, je ne peux plus faire ça. Comment je fais? D'où l'idée qu'il y a des choses qui ont beaucoup de difficultés à venir se transférer véritablement dans la relation avec le clinicien, en direct avec le corps du clinicien, en direct avec le mode de présence du clinicien, et que le clinicien va introduire alors, des médiums qui vont porter un certain nombre de particularités sensorimotrices qui vont, elles, venir accueillir un certain nombre de propriétés sensorimotrices des expériences premières. C'est clair mon raisonnement là? C'est bon? Donc on va avoir des facilitateurs du transfert. Alors, deuxième raison majeure de l'utilisation des médiums par rapport à ça, c'est si je peux effectivement prendre dans la relation avec le clinicien quelque chose d'une expérience passée et que ça prenne bien. Ça prend, c'est-à-dire qu'il y a une co-incidence suffisante entre quelque chose que je perçois et quelque chose que j'hallucine. Si je peux faire ça, ça va. Mais qu'est-ce qui se passe si je ne peux pas arriver à venir loger? J'ai un clinicien, mais il est sympa, il est agréable, il m'aide, c'est le seul qui m'écoute. Comment est-ce que je vais transférer sur lui l'image d'un monstre sanguinaire qui veut s'emparer de l'intérieur de... Et puis ça va être terrible si je commence à lui dire quand je suis ici, j'ai l'impression que... Regardez, le Moura. Sa représentation, c'est l'autre est un rat qui veut pénétrer dans votre intérieur en vous rongeant l'intérieur par la nuque. C'est ça le supplice du bocal. Il va voir Freud c'est un mec sympa, il va écoutez, je vais vous aider. Non, mais je ne vous fais pas attendre, je vous prendrai le lendemain, il le voit un jour, il commence la cure le lendemain. Le Morin, comment il fait? Comment il fait pour venir loger sa représentation d'une espèce de vampire qui vous pénètre dans la nuit et qui vous bouffe tout l'intérieur de vous? Si vous lisez les 2 premières séances de Le Morin, vous allez voir que c'est exactement le problème. Il commence comme ça, Le Morin. Oh, je veux bien, la première grande déception de ma vie, un docteur Lévy. Pas un juif. Ce docteur Lévy, il s'est approché de moi, il a fait copain-copain avec moi, il m'a dit, mais je suis ton ami, etc. Enfin, c'est pas un docteur en médecine, c'est un docteur en droit. Enfin, c'est un docteur quand même, il l'appelle le docteur. Il s'est approché de moi, et en fait, un jour, c'est ça la grande déception de la vie, j'ai découvert qu'il en fait, voulait draguer ma sœur. C'est pas moi, le mec qui l'intéressait, c'était mon féminin. On commence à rentrer du côté du chef, sexuel. Il continue derrière en disant, et alors vous avez, reprenez les 2 séances, le verbatim des 2 premières séances de Le Morin, vous allez voir toute une série de modèles où il y a de la déception sans arrêt. Il s'approche, elle a les gouvernantes qui lui disent, oh, mon petit rat, chérie, elle s'ouvre les jambes, il va pénétrer sous la jupe, il va voir. Donc le petit rat, c'est lui le petit rat qui va voir à l'intérieur des vocales, comment ça se passe dans les intérieurs des autres, etc. Et à chaque fois, paf, il prend une calotte, parce qu'il y a une déception. Il entend une de ses gouvernantes qui dit, non, mais le Sergueï, le petit, il est vraiment trop malheureux, on prend rien. Et il comprend très bien que ça désigne le fait que la sexualité, c'est pas pour lui. Donc, autrement dit, il y a un système qui est, viens chez moi, il y a du feu, et bang, il recevra une calotte, parce qu'en fait, c'est à ta féminité. Première séance, c'est sa. Deuxième séance, Freud lui dit, bon, on va quand même me raconter un peu cette histoire du supplice, du capitaine Cruel. Et il va pour raconter cette histoire. Pourquoi? Parce que c'est trop proche de sa représentation de ce qui se passe là, présentement, avec Freud. Alors il commence à raconter, puis il se lève, il sort du divan, il sort de la scène, et là,
une expression de frayeur et de terreur, peut-être de jouissance aussi de Freud, qui allait sur son visage. Donc Freud est obligé à ce moment-là d'arriver à un mode d'intervention pour rétablir la situation. Il lui dit « Je n'ai personnellement aucun penchant pour la cruauté. » Capitaine Cruel, je n'ai personnellement aucun penchant pour la cruauté. Enfin, si vous ne me racontez pas, comment voulez-vous que je comprenne? Comment voulez-vous que je répète? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit « Ne me prends pas pour le capitaine Cruel. Ne me prends pas pour cette figure d'un autre qui veut s'enfoncer comme un rat à l'intérieur de ton... » Il organise un pacte des négatifs. Il lui dit, ce transfert-là, c'est trop tôt, quoi. C'est pas possible maintenant. Le patient a parfaitement compris. Si vous lisez la suite de la séance, à un moment donné, il fait un lapsus, et lui de dire, oui docteur, il est où mon capitaine? Pas bien compris. Bon. Donc, vous voyez, là, il y a quelque chose de transfert qui ne peut pas avoir lieu. Parce que c'est pas tolérable, parce que c'est pas organisable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça, Freud, lui, il a ses dispositions. Nous, on a à nos dispositions, on peut dire, bon, il y a un certain nombre de choses. Vous connaissez aussi le concept de Racamier, qui dit à propos de la schizophrénie qu'ils sont garde à vous devant le réel. C'est extrêmement compliqué, contrairement à ce qu'on peut penser, que les patients psychotiques nous prennent comme objet de transfert et jouent avec notre image comme avec un objet de transfert. C'est plus compliqué qu'on pense. Ou alors ils le font, mais ils basculent, et on a à ce moment-là ce qu'on appelle les transferts délirants. C'est-à-dire qu'on ne peut plus travailler parce qu'ils ont une conviction complètement totale du fait que nous sommes bien comme... moi je me souviens d'une patiente au moment où j'ai déménagé, qui s'est rentrée dans un truc complètement fou et complètement dingue en disant « Oh, mais je vois bien ce que vous avez voulu faire. » Avant que j'avais mon cabinet qui était à côté de mon appartement. Là, vous avez un cabinet loin de votre appartement. C'est en fait une garçonnière. Vous allez pouvoir recevoir. Je suis devenu homosexuel. J'avais des mignons. J'avais organisé tout mon truc. Ouais. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est un peu la même chose avec le transfert passionnel? Est-ce que c'est un peu la même chose avec le transfert passionnel? Alors, c'est une forme de transfert passionnel, sauf que là, c'est pas simplement la passion. Parce que le transfert passionnel, ça peut être un transfert érotique, un transfert amoureux. Là c'est vraiment l'élément délirant qui est au premier plan. C'est Margaret Little qui a parlé d'un transfert délirant. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans... Enfin, si le transfert qu'on peut travailler, c'est un transfert qui obéit à la catégorie de l'illusion. La catégorie de l'illusion, Freud est très clair dans l'avenir d'une illusion, c'est une catégorie qui renvoie au désir. Le transfert délirant, il ne renvoie pas au désir, il renvoie à la problématique de la réalité. C'est comme s'il n'y avait plus d'écart entre ma représentation de la chose et la chose elle-même. Et donc il y a cette idée que ça n'est pas... Et elle, à ce moment-là, elle est persuadée que c'est pas... Parce que, si vous voulez... Cette patiente aurait pu se dire, je me demande pourquoi je suis en train d'imaginer que vous avez un mignon que vous allez recevoir et que vous avez organisé en fait une garçonnière. Elle aurait pu se poser la question. Ou elle aurait pu dire, je sais bien que c'est pas ça, mais enfin j'ai toujours l'impression quand j'arrive ici que je rentre dans une garçonnière. Quelque chose qui respecte un espace. Pas du tout. C'est voilà ce que vous avez voulu faire. Alors en réalité, le cabinet d'avant était sur un quai. Quand elle était chez elle, sur la colline de la Croix-Rousse, elle pouvait voir mon cabinet. Et là, le nouveau, elle ne peut plus voir. J'ai disparu de ses yeux. J'ai disparu de son contrôle. Je peux faire ce que je veux. Et ça a été l'élément délirant l'élément qui a enclenché l'élément délirant. Bon. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas se transférer parce que ça crée, dans la relation avec le clinicien, une situation qui est une situation beaucoup trop dangereuse. Le garde-à-vous devant le réel que décrit Racamier, c'est « je suis sidéré, je ne peux pas jouer avec telle donnée de la réalité, parce que si je me mets à jouer avec telle donnée de la réalité, je vais tout faire exploser. » C'est-à-dire que je vais partir sur un élément délirant. Donc, à la fois parce que il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas se jouer avec ce clinicien-là tel qu'il est, et aussi parce que nous sommes avec des patients qui ont une grande difficulté à faire un simple transfert sur le clinicien,
on va leur proposer un espace spécifique du transfert. Alors après, la question du médium que nous allons utiliser, la question du dispositif que nous allons mettre en place, elle va être ordonnée à la question suivante. Comment offrir un médium, comment offrir un dispositif qui, en quelque sorte, se prête le mieux possible pour ce patient-là à accueillir son processus hallucinatoire. C'est d'ailleurs pour ça, c'est ce qui plaide pour le fait que, d'une certaine manière, co-construire le médium avec le patient, c'est en quelque sorte essayer d'ajuster au mieux le médium que nous allons lui proposer en fonction, ou avoir, c'est ce qu'on fait avec les enfants par exemple. Vous avez un espace, vous ne savez pas bien à quoi il va jouer, vous avez un espace et vous avez une mallette de jeu, et dans cette mallette de jeu, il y a du mou, il y a du dur, il y a de la ficelle, il y a des ballons, il y a des trucs pour emboîter. Vous ne savez pas quel est le processus qui va être mis en jeu, mais vous lui offrez une palette suffisante. Quand vous recevez un patient névrotique, vous êtes relativement prudent au début, vous lui offrez aussi une surface suffisante. Avec un patient psychotique, il faudrait avoir des gobelets, de la peinture, on aurait un espace qui serait complètement envahi par la pluralité, avec un peu de terre, avec un peu de pâte à sel, bref. Donc il y a peut-être un travail de construction de la médiation. Alors, avec les SDF, quelle est la médiation? Est-ce qu'on peut penser que la médiation, ça peut être l'espace de la ville? Est-ce qu'on peut penser que la médiation, ça peut être un marché ensemble? Est-ce qu'on peut penser que la médiation, ça peut être une forme de motricité en côte à côte, parcourant une espèce de topique projeté à l'intérieur de l'espace de la ville? Je travaille avec Mathieu Garot, et avec Mathieu Garot, donc c'est des patients qui sont à Saint-Étienne. Il y a un type, il marche, mais il ne marche pas n'importe où, il marche sur les rails, et les rails d'un tram qui traverse toute la ville. Il a son cheveu. Et c'est ça, son espace de... C'est là qu'il a logé quelque chose de son histoire. On ne sait pas encore pourquoi. On va peut-être mettre des années avant de savoir quoi, mais on constate que c'est là qu'il a logé quelque chose de son histoire et que c'est là qu'il vient l'investir. Je crois que, par exemple, avec les adolescents destroy des banlieues, on a un certain nombre de représentations sur leur médium. On sait par exemple qu'ils adorent les entre-deux, les sas, hein, les allées, les endroits qui sont un peu fermés mais un peu ouverts, les endroits où on transite, les endroits où on passe. C'est ces lieux-là qu'ils investissent, etc. Donc, et puis on peut co-construire avec un patient. Mais vous voyez, mon idée de la co-construction, on s'en fout de la co-construction. L'idée qui est importante et que j'essaie de vous proposer, c'est l'idée suivante. Il faut que le médium que je propose, il soit accueillant pour le processus hallucinatoire. Alors accueillant, ça ne veut pas dire qu'il colle parfaitement, mais ça veut dire qu'il peut y avoir une transaction suffisante que ça peut aller. Pourquoi ça ne veut pas dire que ça colle parfaitement? Parce que concrètement, dans les conditions de travail habituelles, on ne peut pas avoir, je travaille dans un centre de santé, on ne va pas avoir 50 groupes à médiation, c'est pas possible. Il faudrait faire un truc sur mesure pour chacun. Donc on va avoir, il y a un groupe compte. Voilà. Bon, alors il y a un groupe compte, s'il n'y a qu'un groupe compte, de toute façon on n'a pas le choix, il veut passer par le groupe compte. Sauf que pour certains, ça ne marche pas du tout. Où il y a un groupe terre, il faut passer par le groupe terre, où il y a un groupe champ, les petits chaussons de l'ITAC ou des choses comme ça. Les ajuster au fur et à mesure. Alors voilà, donc il y a le problème de l'ajustement, et de toute façon, il y a un problème, il y a un écart entre le trouver et le créer, entre le créer et le trouvable et le créable, on pourrait dire. Et il y a un processus d'ajustement qui se met en place. Simplement, il y a des niveaux d'ajustement qui sont possibles, et puis il y a des niveaux d'ajustement qui dépassent les capacités d'ajustement. Il y a des choses qui, ça va beaucoup trop loin. Si vous avez quelqu'un qui est plutôt quelqu'un qui a un investissement important de la langue, vous trouvez-vous que le médium idéal, c'est de travailler un bloc de marbre pour faire de la sculpture, je vous dire, vous allez avoir il va écrire sur le bloc de marbre, et ça s'y prête quand même très très difficile. Hein. Mais vous voyez comment elle se pose cette question, c'est ça que sur quoi je veux insister
avant qu'on se sépare, c'est que le problème se pose parce qu'il y a ce travail de la coïncidence d'un processus hallucinatoire et d'un processus perceptif. C'est cette question-là qui détermine tout le reste de notre pensée, de l'utilisation du médium. Et cette question, elle est aussi de dire que je répète, j'aime bien, on n'hallucine pas la douceur d'un sein dans le tranchant aigu d'un couteau en céramique. Il y a un niveau d'incompatibilité. Et si on a des couteaux en céramique, ça veut dire qu'une seule chose, ça veut dire qu'on sidère le processus transférentiel. Et si on sidère le processus transférentiel, eh bien on sidère le processus thérapeutique. Bon, alors on se revoit plus que 2 fois, c'est ça? Donc il faut que j'aménage la suite en fonction de cette donnée. Ok, ben, je vous regretterai, hein, parce que... Enfin, je me console, c'est Anne qui prend la suite, Anne Brown. Hein? Oui, après. Ouais. C'est une consolation. Alors, la suite. La suite, c'est pour l'instant, je vous le dis, vous prépariez. On a pensé qu'une hallucination qui vient se loger dans une perception, il faut que la perception soit accueillante. Après, la question qui va se poser, c'est quel est l'impact de la pénétration agie de la perception sur de l'hallucination sur ce qui l'accueille. C'est une question clé de la problématique de la recherche en clinique, c'est la question de la pénétration agie de l'objet dans la recherche. Pénétration agie sur le dispositif, pénétration agie sur le clinicien. Quel est l'impact sur nous? Pénétration agie dans la théorie. C'est quel est l'impact sur nous de ce processus de pénétration. Et vous voyez que cette pénétration-là, c'est une pénétration en vrai. C'est pas une représentation lointaine. C'est vraiment quelque chose qui vient nous travailler au trip, qui travaille le dispositif au corps, qui travaille la théorie au cœur, et qui travaille le clinicien au trip. C'est ça. Alors, on l'a beaucoup travaillé en termes de l'étude du compte transfert, ça c'est uniquement du côté des tripes. Il faut voir l'impact sur le dispositif, et il faut voir aussi l'impact sur la théorie. Ça sera pour nos 2 prochaines fois.